Merci de suivre Télégalaxie à l'heure du journal, édition 62. Bienvenue à tous et à toutes. Lancement ce mardi 1er septembre 2015 par le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Jr., de 3 journées d'ateliers de formation des formateurs sur la problématique des personnes handicapées en Haïti, tenue spécifiquement à l'intention des représentants départementaux des écoles d'infirmières. Cet atelier vise à permettre au personnel de santé d'avoir assez d'informations relatives à une meilleure compréhension des personnes handicapées en difficulté. Plusieurs thèmes seront abordés dans le cadre de ces ateliers, notamment la question du cadre légal, le langage des signes, ainsi que la présentation d'un module sur le handicap ajouté au curriculum des écoles d'infirmières par le ministère de la Santé publique et de la Population qui rentrera en vigueur à partir de l'année académique 2015-2016. Gérald Auriol Jr. est au micro de Nancy Lenné. Choix participants, c'est le ministère de la Santé publique qui fait. C'est des professionnels de la santé, des enseignants dans l'école infirmière. C'est moun et ça en fait qui pourra offrir cours là, et cours sur le handicap là. Donc c'est des professionnels des différentes écoles de sciences infirmières tant à Port-au-Prince que dans les villes de province, et que ce soit à l'école publique ou privée. Et formation, je nous dis, c'est une formation de 3 journées et différents thèmes à bien pour aborder, des thèmes qui ont rapport avec la question handicap là, et par exemple le cadre légal et différentes prérogatives que la loi nous établit par rapport avec le handicap. On a bien pour aborder et des questions liées à la représentation sociale du handicap, qui j'aime une question handicap là en général. On a bien pour aborder des techniques d'accompagnement des personnes handicapées, qui j'aime un monde capable d'accompagner un monde qui vit avec un handicap, que ce soit un monde en fauteuil roulant ou bien un monde qui pas ouais ou bien un monde qui sourd. Et on a bien une introduction à la langue des signes pour que les professeurs aient des outils et une formation de base pour être capable de pour communiquer avec les sourds, même si ils ne peuvent pas communiquer et totalement avec sourds, parce que la formation est plus longue, mais il y a une formation de base qui permet d'être sensible avec les questions de communication et capable de communication minimale quand même avec les patients qui sont sourds. Ensuite, en fait, différents thèmes qui ont rapport avec le handicap, et ça permet que nous sensibiliser et former et enseignants qui ont pour offrir cours sur le handicap très bientôt dans différentes écoles infirmières. Lors du premier tour des élections législatives, la majorité des personnes à mobilité réduite n'ont pas pu accéder aux différents centres de vote, faute de dispositions prises par le Conseil électoral provisoire. Un rapport d'évaluation sur la journée électorale réalisé par le BSEIPH et ses partenaires sera acheminé au Conseil électoral provisoire avec des recommandations appropriées pour le respect des droits civils et politiques des personnes handicapées suivant le décret de la loi électorale en vigueur. Le secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Jr., est au micro de Nancy Lenné. Nous expliquer clairement position nous et sous question. Nous en discussion régulièrement avec CEPA, nous avons fait un plaidoyer constant et pour vraiment que CEPA prend en charge et aspect ça et dans le cadre organisation élection. Et d'ailleurs, le gouvernement, et depuis dans le décret électoral, là, a inséré vraiment des prérogatives. Par exemple, non seulement que mon handicapé, et dans le cadre du processus électoral, il a un droit de joindre accès au vote et au système électoral, non seulement en tant qu'électeur,
mais également il a un droit pour participer potentiellement et comme candidat, il a un droit pour lui normalement intégrer comme agent électoral et comme employé du CEP, etc. Donc il y a différents aspects que nous abordons régulièrement et avec CEP1. Et pendant les derniers jours électoraux, nous, de concert avec la société civile, nous avons même des enquêteurs sur le terrain pour évaluer le processus électoral là, par rapport avec l'inclusion des personnes handicapées. Donc très bientôt, nous avons pour soumettre CEP1 en rapport avec des recommandations que nous souhaitons mettre en application lors des prochains jours. Bon, j'aimerais dire là, le décret électoral là, il y a une série de prérogatives établies. Par exemple, il y a un quota qui est établi pour question de travail et dans le bureau de vote. Il y a une incitation tout qui est en place pour encourager les partis politiques et choisir le monde handicapé comme candidat. Et il y a de prérogatives qui établies qui fait obligation à CEPA pour faciliter le droit de vote aux handicapés. Donc il y a de séries de dispositions que CEPA a pour mettre en application, bien sûr, ensemble avec l'autre autorité publique pour assurer la participation aux handicapés dans le processus électoral en général. Donc nous essayons d'établir tout de partenariat avec d'autres institutions. Par exemple, il y a un pile de handicapé qui n'a pas de gain carte électorale, nous essayons de faciliter avec en partenariat par exemple avec l'ONI. Et l'ONI a de bureaux mobiles que nous mettons en place avec nous pour justement faciliter les handicapés joindre une carte pour participer dans le processus électoral là. Et nous souhaitons que suite avec enquête que nous avons réalisée en partenariat avec la société civile et l'IFES et recommandations qui ont sorti, CEPA mettait en application pour assurer que mon handicapé joigne un meilleur accompagnement et capable de participer dans le processus électoral là, normalement. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a rencontré la presse pour annoncer la rentrée des classes pour l'année académique 2015-2016 fixée au lundi 7 septembre, conformément au calendrier scolaire adopté par le ministère de l'Éducation. Le titulaire du MENFP, Nesmi Maniga, a clairement expliqué l'objectif de cette décision est de permettre aux écoliers de combler leur retard par rapport aux objectifs du millénaire. Il invite les parents à consentir des sacrifices en vue de permettre à plus de 90% des écoliers de retourner à l'école. Nesmi Maniga. Rentrée scolaire 2015-2016 là, c'est lundi 7 septembre que la fête. Pour qui ça ministère prend décision ça avec tout le reste gouvernement, c'est parce que nous connaissons que ça Haïti plus besoin pour que les capables de combattre inégalité, exclusion, c'est opportunité pour tout le monde gagner, quel que soit côté à vivre dans le pays, pour gagner accès à même qualité éducation. Même qualité éducation veut dire même nombre de jours pour tout le monde passer l'école sur tout le territoire et veut dire tout même nombre d'heures de classe pour tout le monde passer l'année. Nous connaissons que chaque année, toujours un peu de difficulté pour certains parents qui ne réunissent pas toutes les conditions économiques pour faciliter rentrer l'école là. Et nous connaissons que la situation difficile que le pays d'Haïti toujours à vivre depuis longtemps et manque d'investissement toujours qu'on fait dans le secteur éducation pour que jamais permettre depuis Haïti pays que 100% de monde à l'école. Nous connaissons déjà ça depuis environ 30 ans. Même l'année l'école est toujours qu'on fait, c'est presque moitié de monde qui est qu'on à l'école. Après un pile effort, je dis, même là nous pouvons atteindre l'objectif millénaire
qui te fait que pour tout 100% de monde te chita sous l'école, jodi un progrès on mettait jusqu'à 90% de taux net de scolarisation. Donc quel que soit effort qu'a continuer année ça, malheureusement, n'a pris ton pays côté 10% de monde pas à l'école. Mais tout effort fait jodi fait que nous avons 90% de monde qui scolarisé et effort qu'a fait c'est que pour que depuis le premier jour de l'école là, maximum de monde rentre à l'école 7 septembre. Et toujours dans le contexte là, c'est vrai. L'organisation est en cours Haïti République Dominicaine, côté l'autre bord de loi, l'autre bord frontière. Depuis 17 août, tout le monde rentre à l'école, puis on est capable de faire de telle sorte que vous avez environ 200 jours l'école que vous faites pendant l'année. Nous-mêmes tout. Il faut faire tout effort pour que tout le monde bénéficie de même nombre de jours l'école. Parce que dans l'école fondamentale l'année, ça, calendrier scolaire prévoit 950 heures et dans le secondaire, là, nous prévoit 1140 heures. Difficulté en venir qui Jean. N'a pas dit parents, nous connaissons une situation difficile. Et nous allons expliquer tout ça que le gouvernement fait année ça encore pour soulager ça qui gagne moins moyen. Mais en attendant, si les gens qui entrent à l'école plus tard, c'est lui qui gagne moins de chance pour réussir l'année scolaire. Là. Même là, nous allons faire pile sacrifice, payer comme là en octobre, novembre. Mais si nous ratons septembre, nous avons des difficultés pour réussir l'école. Le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, annonce un ensemble de mesures visant à faciliter cette rentrée scolaire combien difficile pour de nombreuses familles haïtiennes. Il invite les directeurs d'écoles privées à accorder un temps de grâce à certains écoliers sans uniforme. Il précise que ces mesures portent notamment sur la subvention et la dotation en manuel scolaire, la subvention à la scolarisation universelle, la distribution de kits scolaires et d'uniformes, la mise à la disposition de cantines scolaires et les interventions en matière d'infrastructures scolaires. Nesmi Maniga au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. Pendant le ministère a expliqué que pour toute l'école publique, nous baillons un uniforme unique, mais nous profitons de l'occasion, tant que l'année dernière, pour nous dire directeur de l'école. Dans pile compréhension pour parents qui pendant le mois de septembre, pourquoi capable de joindre tout moyen pour capable de gagner uniforme ça ou l'école privée ou n'importe quel type uniforme que l'école yo bail parce que nous capable de gagner compréhension pour ça pour capable yo. N'a dit même gens tout année ça gouvernement li prend pile disposition pour faciliter entre l'école là même gens ça te qu'on prend et en 2014-2015 là nous a fait kit scolaire gagné 400 000 kits qui en distribution année ça à l'échelle du territoire. Gagné environ dans le document que nous remettons là 3 millions de livres qui 2 millions c'est livres que le gouvernement subventionné à 70%. Gagné 1 million c'est livres qui baillent en dotation et donc c'est livres que nous avons remettre dans l'école et nous gagnons nous t'ai publié année ça dans le journal dans le pays liste tout imprimeur qui participent, éditeurs qui participent dans le programme ça, surtout pour éviter abus, nous-mêmes publier et nous promettre la presse la aujourd'hui, liste avec prix, non seulement que nous achetons dans les éditeurs là, mais prix que l'éditeur là supposé vendre parce que nous connaissons malheureusement qu'on a des dérives, des gens qui vendent pour prix qui plus cher. Donc c'est protection toujours, nous avons cherché pour nous capables d'accompagner les parents à ça. Ce n'est pas seulement manuel. Il y a 50 000 uniformes scolaires chaque année qui peuvent livrer dans l'école qui ont plus besoin. Naturellement, chaque année, l'État fait effort pour gagner plus toujours. Ça ne va pas permettre de nous couvrir toute population qui a supposé besoin d'uniforme. Mais c'est un qui choisit quand même. Et puis, l'on fin fait question kit, nous fin fait livre, nous fin fait uniforme. Programme année ça que le gouvernement a déployé pour l'entrée scolaire là, dans ce qui concerne la cantine scolaire là, a concerné 700 000 petits moun dans le début, mais on a continué la discussion avec même bailleurs de fonds qui toujours participé avec le gouvernement pour nous capables d'augmenter au fur et à mesure pendant l'année scolaire.
Le MENFP a lancé cette année une campagne de promotion et d'appui à l'éducation préscolaire qui s'adresse aux enfants de moins de 6 ans. Les méthodes de travail avec ces enfants doivent tenir compte des caractéristiques et besoins de cette catégorie d'âge. Nesmi Maniga, ministre de l'Éducation, rappelle que les enfants habilités pour le préscolaire doivent être âgés au moins de 3 ans. Passé cet âge, aucun enfant n'est habilité pour le préscolaire. Il invite parents et directeurs d'école à la collaboration en vue de faciliter une meilleure harmonisation du système éducatif haïtien. Nesmi Maniga. À côté de ça, il y a un pile changement que le ministère a continué à faire dans ce qui concerne ce qui passe dans la salle de classe. Et changement ça il a fait dans tout niveau. Dans le niveau de l'école préscolaire, dans le niveau de l'école fondamentale, avec dans le niveau de l'école secondaire. Ça n'a fait qui est différent de ça dans l'école préscolaire. Ça, quelqu'un relève l'école maternelle, quelqu'un relève le kindergarten, quelqu'un relève le jardin d'enfants, donc un pile nom qui baille pour ça. Mais le ministère a longtemps il a réfléchi sur sa politique de petite enfance. Et en ça, il a décidé de mettre en place. Et ça que le fait, c'est que dans le démarrage année scolaire, ça, tous 10 000 établissements qui offrent programme préscolaire, ils peuvent disposer de programmes officiels ministère. Donc, ce document que nous avons distribué dans chaque école, et que la direction technique dans le ministère qui l'a pour ça, pour le faire animation, sensibilisation, formation pour curriculum unique ça qui a existé dans l'école préscolaire ça ou l'école publique ou privée qui a accueilli classe préscolaire ça. Une dizaine de directeurs d'école impliqués dans le PSUGO ont manifesté ce mardi devant les locaux du ministère de l'Éducation nationale pour exiger le versement des 2e et 3e tranches de fonds pour l'année académique écoulée. Ces responsables d'établissements scolaires menacent de bloquer la rentrée des classes prévue pour le 7 septembre s'ils n'ont pas obtenu satisfaction. Nous ne pouvons pas ouvrir l'école avec Nesmi Maniga dans cette ministère là. Il y a un directeur de l'école qui dans la rue depuis plus que 1 an pour demander paiement. C'est inacceptable. Nesmi pas ouvrir l'école à Nessa. Lundi, nous avons mobilisé. C'est la permanence qui est décrétée. Nous devons ministère là jusqu'à ce que nous jouions satisfaction. Ministre prend disposition dans la presse, mais ce n'est pas dans la direction de l'école. Nous ne pouvons toucher 1 an. Nous pouvons toucher pendant 1 an. Ni premier ministre non, et que vous montez dans la radio, vous faites comment que vous payez tout directeur d'école. Jusqu'à présent, nous croyons que devant le monde entier, nous venons une énième fois pour nous porter un démenti formel, pour nous dire Mounzayo, vous c'est bluffeur, vous c'est des démagogues, nous ne pouvons pas accepter l'ouvrir l'école avec vous. Moi-même, l'école moyenne, je trouve à Delma 75. Ça n'a pas demandé nous gagner une revendication unique, c'est payer 2 ans arriérés de salaire tout directeur de l'école qui est dans le programme SUGO. Si normalement, à partir de semaine ça, qui c'est une dernière semaine, en prélude à la réouverture des classes, ministre lui choisit payer tout directeur de l'école a qu'à l'ouvrir. Mais comment on peut le comprendre? Après 2 ans d'arriérés de salaire, et qu'on ne peut pas jamais payer un professeur de l'école, qu'on est pas entrer dans une nouvelle année académique ou pas demander aux ça pour faire réunion avec elle, pour venir rouvrir l'école. Avec quel sentiment, quel honneur, quelle dignité, ou capable d'inviter le directeur, le professeur de l'école, venir ouvrir l'école avec vous. Nous pensons que il est temps de dire non à la démagogie, de dire non au mensonge, de dire non au bluff dans ce pays. À présent, un coup d'œil dans l'actualité internationale. Tôt ce mardi matin, sur le quai de la gare de Budapest, des centaines de migrants. Ils cherchent à monter à bord d'un train direction l'Autriche. Mais l'accès est bloqué, tous les wagons complets. La police décide alors d'évacuer la gare et de la fermer. Dans le calme, les migrants suivent les instructions. Ils se regroupent à l'extérieur sur le parvis. 1 heure plus tard, la gare rouvre ses portes, mais les migrants, eux, doivent rester à l'extérieur. Les passagers peuvent embarquer au compte-gouttes.
Une manifestation spontanée commence. Ils nous ont piégés à l'intérieur. C'est quoi la solution? Dites-nous. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Quelle est la solution? Quelques heures plus tôt, des centaines de migrants ont pu embarquer. Certains sont arrivés à Salzbourg, épuisés. C'était un long voyage, un très long voyage. Nous sommes passés par Istanbul, puis la Grèce, de la Grèce à la Macédoine, puis en Serbie et en Hongrie, et enfin de Hongrie en Autriche. Maintenant, nous voulons aller en Allemagne. Car pour la plupart, l'Allemagne est la destination finale. Certains ont d'ailleurs réussi à gagner Munich lundi soir. La chancelière allemande a affirmé il y a quelques jours que Berlin ne renverrait pas les réfugiés syriens vers le pays où ils sont entrés dans l'espace Schengen, comme le veut pourtant la législation européenne. Une affirmation qu'elle a répétée ce mardi. Plus de 300 000 migrants sont arrivés en Europe cette année, un chiffre qui peut paraître dérisoire comparé au nombre de réfugiés pris en charge par les pays voisins de la Syrie. Ethan Hadji. Une population décimée depuis le début de la guerre civile en 2011. Le conflit a fait plus de 240 000 victimes et forcé des millions de Syriens à l'exil. Sur les 23 millions d'habitants que comptait le pays, plus de 4 millions ont fui la guerre, ce qui représente environ 20% de la population. Un désastre humanitaire, en 4 ans de conflit, le nombre de réfugiés a atteint des sommets. Les pays voisins doivent faire face à cet afflux de migrants. À elle seule, la Turquie a accueilli près de 2 millions de réfugiés. Autre pays, le Liban, qui au regard de sa population détient le record mondial du nombre de réfugiés. Il représenterait plus d'un quart des habitants. La Jordanie en a accueilli plus de 600 000. Ces arrivées massives de migrants ont des conséquences économiques sur les pays d'accueil. Au Liban, les prix des aliments ont flambé. Le coût de l'électricité a augmenté de 27% en quelques années. La population met directement en cause la demande croissante des réfugiés syriens. Ces mêmes accusés en Turquie de vendre à la sauvette et de concurrencer les petits commerces. Des méthodes de survie qui ne sont pas au goût des habitants, de plus en plus hostiles aux réfugiés. Ces manifestants quittent le ministère de l'Environnement, visiblement priés de sortir. Ils étaient là depuis le début de la matinée pour réclamer la démission du ministre Machnouk et une solution durable à la crise des ordures ménagères. Une évacuation, semble-t-il, forcée, mais aussi musclée. Ils ont d'abord coupé l'électricité, l'eau, puis la climatisation et ils sont arrivés. Nous leur avons dit que nous voulions partir pacifiquement, mais ils ont commencé à taper chaque personne sur la tête, comme ça, sans raison, alors que nous étions en train de descendre les escaliers. Plusieurs personnes ont été blessées, parmi elles figure l'un des organisateurs de ce sit-in, Lucien Bourgeli, a précisé la Croix-Rouge libanaise. En signe de soutien, des dizaines d'autres manifestants se sont réunis devant le ministère de l'Environnement. Le peuple veut la chute du régime, Machnouk part, ont-ils scandé. Cela fait maintenant 1 mois et demi que les déchets s'amoncellent dans les rues de Beyrouth, 1 mois et demi que le mouvement Vous Puez a été créé. Des manifestants qui estiment que ces amas de détritus sont le reflet des échecs d'un État gangréné par la corruption. Ils sont en CE1, ils ont 7 ans et cette année au programme chaque semaine, une nouvelle matière, l'EMC enseignement moral et civique. Au menu, les grands symboles de la République, le drapeau, Marianne la Marseillaise et ses valeurs comme l'égalité ou la laïcité. Pour apprendre ces grands principes, des jeux de rôle, des conseils d'élèves, toute activité qui encourage la prise de parole. Plus tard au collège et au lycée, ces élèves apprennent le système électoral ou encore le fonctionnement de l'impôt et toujours des grandes notions comme le développement de la sensibilité et le sens de l'engagement. Ça se fait très concrètement avec des petites mises en situation autour de faits de la vie quotidienne pour que les uns et les autres apprennent finalement à reconnaître ce qui est bien et mal, juste et injuste et qu'on puisse en discuter et qu'on puisse s'écouter les uns les autres. Est-ce à l'école de transmettre ces valeurs et d'enseigner la morale ? Les parents hésitent. Je pense que c'est aux parents d'inculquer ces valeurs-là aux enfants, ou en tout cas à la famille, enfin à l'entourage et pas forcément à l'école. Enfin, ça, c'est mon opinion. Parce que nous, on a une certaine culture, donc on leur apprend notre culture, on leur apprend notre savoir-vivre. Et ensuite, à l'école, ils apprennent d'autres. Et qui leur permet d'apprendre et de savoir qui ils sont après. Une inconnue pour l'instant, comment évaluer la morale ? Le ministère doit préciser la question début octobre.
Dernière nouveauté cette année, la charte de la laïcité, jusqu'ici affichée dans chaque école, devra désormais être signée par tous les parents. Une manière d'impliquer les familles. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Bonne suite de programmes sur la chaîne 62.